Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau regard sur le cancer. Nous sommes au beau milieu de ce mois d'octobre, un mois que nous avons dédié depuis une trentaine d'années à la prévention, à la recherche médicale et scientifique pour lutter contre le cancer du sein. Nous sommes dans un regard sur le cancer avec Vie et Pod Victoire, initiative, productivité. Et durant tout ce mois, jusqu'à mi-novembre, nous recevons des professionnels du cancer pour échanger, pour nous renseigner, pour être éclairés sur les cancers aussi bien féminins que masculins. Ce soir, le docteur Sonigène nous fait l'honneur d'être avec nous pour pouvoir une fois de plus nous renseigner. Nous l'avons reçu il y a peu de temps pour parler cancer et douleur. Et ce soir, nous allons l'entendre sur le cancer et les soins palliatifs. Bonsoir docteur et merci d'être encore avec nous ce soir. Bonsoir Madame Rabin, ravi de retrouver encore les internautes ce soir pour une nouvelle émission. Merci, nous l'avons dit, vous êtes médecin généraliste, nous l'avons dit lors d'une précédente émission. Médecin généraliste, vous exercez au Centre hospitalier universitaire de Guadeloupe. Vous êtes responsable d'une équipe, vous êtes également un homme de foi. Vous pourriez vous représenter, s'il vous plaît. Alors, comme vous l'avez dit, je suis au CHU de la Guadeloupe et je suis responsable de l'équipe mobile douleur soins palliatifs puisque nous avons dans notre équipe des professionnels qui sont dans cette équipe partagent deux domaines, deux casquettes, deux valences, la douleur et les soins palliatifs. Et nous intervenons bien sûr auprès de patients cancéreux aussi pour les deux domaines qui sont les nôtres. Eh bien, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pourriez nous définir ce qu'on entend par soins palliatifs, à savoir à qui sont destinés ces soins et à quel moment ils interviennent également dans le parcours de soins? Alors, les soins palliatifs, ce sont des soins actifs, continus, évolutifs, qui vont être donnés dans une approche globale. Donc ici, on va considérer que l'humain a trois dimensions, une dimension corporelle, le corps, le soma, une dimension psychique, la psyché, donc le mental, tout ce qui concerne les émotions, et une dimension spirituelle. Ici, je ne parle pas de religion, mais je parle du fait que nous sommes des êtres de relation et que nous donnons du sens aux choses. Donc, cette dimension spirituelle. Donc, ça va être donné dans une approche globale, bien sûr, aux personnes qui vont être atteintes d'une maladie grave. Donc, on voit bien qu'il ne s'agit pas ici d'un petit rhume ou d'une quelconque maladie, mais c'est une maladie grave qui va être évolutive ou qui va mettre en jeu le pronostic vital ou qui va se retrouver en phase avancée ou en phase terminale. Alors, bien sûr, les soins palliatifs concernent le patient et on vise bien sûr à maintenir une certaine qualité de vie, à proposer des soins de confort à ce patient, mais ça s'adresse aussi non seulement à sa famille, mais aussi à ses proches. Et bien sûr, l'environnement va être concerné et il faudra bien sûr s'en occuper puisqu'on sait que la maladie grave va venir bousculer des repères qui étaient là a priori stables et qui vont être renversés pour certains, voire bousculés pour certaines personnes. Les soins palliatifs concernent le cancer en lui-même ou les symptômes liés au cancer? Alors, les soins palliatifs, alors, bien sûr, j'ai cité le cancer, mais j'aurais pu citer le sida, j'aurais pu citer une maladie neurodégénérative, la polypathologie médicale. Donc, ces soins palliatifs concernent l'individu qui est porteur de cette maladie grave qu'on appelle le cancer. Et donc, on va traiter, on va accompagner, on va prendre en compte tous les effets directs, indirects, collatéraux liés à la maladie, mais au traitement de la maladie et aussi à peut-être d'autres pathologies qui pourraient atteindre le sujet porteur du cancer. Alors, comment ces soins sont-ils perçus par le patient? J'entends par là, avant et pendant ces soins palliatifs. Comment est-ce que le patient se projette dans ces soins? Alors, de façon générale. De manière générale, clairement, lorsqu'on prononce le mot de soins palliatifs, dans la majorité des cas,
les gens pensent surtout à la fin de vie. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que le mot palliatif, est-ce que c'est le mot de la fin? Eh bien, a priori, non. Lorsqu'on regarde, même qu'on prend l'exemple du cancer, on parle de soins palliatifs au moment de l'annonce, j'ai envie de dire, des premières métastases ou de la rechute du cancer. OK? Et que les soins terminaux, donc les soins de fin de vie, sont vraiment au bout, véritablement, de la prise en charge. Et donc, tout l'enjeu, c'est pas tant finalement, je vais dire, la mort, pour dire les choses de manière très, très claire, de manière très précise, c'est d'accompagner le sujet, d'accord, pour qu'il ait une vie la plus confortable possible. Donc, ce qu'on va mettre en place en soins palliatifs, contrairement à ce que beaucoup pensent, ça va être un projet de vie. Quel sens cette personne veut encore donner? Quel lien il veut encore avoir malgré la maladie, j'ai envie de dire avec la maladie, d'accord? Et pouvoir l'emmener, le soutenir, l'accompagner jusqu'à son dernier souffle. Et ça, c'est vraiment important. Mhm. Alors, vous dites toutefois jusqu'à son dernier souffle, Oui. et là, ça donne quand même un ton, j'ai envie de dire, qui pourrait encourager à penser que le soin palliatif est lié au parcours de fin de vie. Et c'est une idée qu'il faut absolument proscrire. Alors, il y a bien une fin de vie dans la majorité des cas, mais c'est pas sur ça que nous nous concentrons et nous essayons de faire passer le message suivant, c'est que être pris en charge en soins palliatifs, ça peut être même déjà dès le début de la maladie, puisque l'enjeu, c'est le confort. L'enjeu, c'est la qualité de vie. L'enjeu, c'est le projet de vie. L'enjeu, c'est de faire en sorte que l'individu puisse exprimer son besoin le plus possible. Et donc, effectivement, le patient va être au centre des discussions, au centre des décisions, et pas le contraire. D'accord? Il n'est pas là juste pour subir la maladie, mais ce qui va être important, c'est de faire émerger le jeu du patient. Voilà. Et donc, il y a bien sûr, nous ne sommes pas naïfs, nous sommes mortels, mais c'est pas ça comment dirais-je, qui est le moteur, en fait, finalement, des soins palliatifs. Le moteur des soins palliatifs, comme dit Cecily Sanders, c'est que quelqu'un qui souffre dans son corps ne souffre pas que dans son corps. La souffrance corporelle ou somatique qu'il a n'est que la partie visible de l'iceberg. Or, on sait que toute cette face cachée de l'iceberg, c'est cette souffrance psychologique, cette souffrance spirituelle, cette souffrance sociale, voilà, cette souffrance, voilà, toutes ces dimensions de l'être qui sont là et qui sont en souffrance. Donc, quand je regarde quelqu'un qui souffre, c'est pas que son corps, en réalité. Et donc, ça nous amène non seulement à aller regarder pour aider, mais aussi connaître quel est le besoin de cette personne et voir dans quelle mesure on va pouvoir l'aider pour pouvoir avancer et pour qu'elle puisse continuer, effectivement, à donner du sens à sa vie. Donc, on entend par là que les soins palliatifs ne se font pas forcément en centre hospitalier. Les soins palliatifs peuvent également se faire à domicile. Dites-nous en plus. Absolument. D'ailleurs, le dernier plan des soins palliatifs qui a été voté à l'Assemblée nationale demande justement qu'on puisse pratiquer les soins palliatifs non seulement au domicile, mais dans les établissements médico-sociaux, les établissements sociaux tout court, que dans les EHPAD, qu'il y ait une formation, qu'il y ait une information, une formation sur la démarche palliative pour que ça devienne un réflexe presque naturel, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un réflexe naturel, pour les soignants, pour pouvoir accompagner les personnes qui sont en difficulté et qui ont des maladies graves. Bien au contraire. Donc ça ne se contente effectivement pas à l'hôpital et ça ne concerne pas que les professionnels de santé. Tout le monde, en fait, est concerné par rapport aux soins palliatifs. Puisqu'il s'agit... Oui? Allez-y, continuez, je vous laisse. Puisqu'il s'agit, l'enjeu quand même, il s'agit quand même de personnes qui sont en souffrance et l'idée, c'est de pouvoir les aider et pouvoir repérer les souffrances, qu'elles soient existentielles, qu'elles soient émotionnelles ou qu'elles soient physiques. La démarche palliative, elle est faite, elle est prodiguée par qui? Vous avez parlé d'équipe. Vous êtes en tout cas responsable de l'équipe mobile des soins palliatifs. Est-ce que c'est une démarche d'équipe? Oui, alors oui. Qu'on soit à l'hôpital ou qu'on soit au domicile, il faut se créer son petit réseau parce que
faire du soin palliatif tout seul, comment dirais-je, ça peut à la longue rendre douloureux et souffrant, parce que c'est quand même quelque chose de pas facile. D'accord? Pas simplement par rapport à la perspective de la mort, mais quand même la charge mentale et psychologique que ça peut avoir demande qu'on puisse avoir des lectures croisées, des analyses croisées, et bien sûr, l'aide des uns et des autres ne sont jamais de trop par rapport à ça. Donc, personnellement, moi, je travaille pas tout seul, je travaille avec toute une équipe, avec des infirmières, avec une psychologue. Et quand nous travaillons toujours en lien avec des équipes. La même chose peut se reproduire au domicile ou même dans une EHPAD ou dans un établissement médico-social. L'important, c'est que plusieurs personnes puissent se réunir et puissent regarder, décoder, déchiffrer, analyser la situation et voir dans quelle mesure on peut apporter une aide qui va faire que le patient sera plus confortable et aura une meilleure qualité de vie. Donc, c'est pas propre à l'hôpital. Ça peut se faire effectivement en dehors de l'hôpital. Ce sont des stratégies, en fait, des stratégies de vie qu'on va mettre en place, en fait. Alors, est-ce qu'il y a dans le temps des améliorations qui se sont opérées dans ces soins que l'on apporte aux malades? Alors, oui, bien sûr. Moi, je vois que même dans l'hôpital où je suis, quand je suis arrivé, on prononçait timidement le mot de soins palliatifs. Aujourd'hui, on nous fait des demandes claires, précises, en nous disant que ce patient, nous pensons qu'il est en soins palliatifs, on a besoin de votre expertise. Donc, déjà, j'ai envie de dire, le fait de repérer, de dépister, de dire que c'est du soin palliatif, c'est déjà un progrès. D'accord? C'est un mot qui est moins tabou qu'il y a à peu près une dizaine d'années. Donc, il y a eu des évolutions. Maintenant, on a aussi des médicaments ou des techniques qui permettent aussi de prodiguer un certain confort aux patients. Maintenant, je veux dire, parler de la mort reste toujours tabou encore, malheureusement. Et c'est peut-être ça la plus grande difficulté. Et de pouvoir s'arrêter, c'est-à-dire de ne pas être dans l'obstination déraisonnable, c'est-à-dire l'acharnement thérapeutique, là aussi, ça peut être parfois compliqué, parfois pour certains soignants. Donc, on a besoin effectivement de reprendre un petit peu les choses et de prendre du recul pour pouvoir adapter les soins sans passer à côté finalement du besoin, de l'intérêt premier du patient en fait. Très bien. Vous êtes médecin, vous êtes un médecin chrétien. Je voudrais vous poser la question en ce qui vous concerne. Comment est-ce que vous abordez ces soins palliatifs dans l'exercice de votre profession en tant que foi? L'homme de foi, ici, s'appuie effectivement sur ses bases théologiques, même si je suis dans un espace public, alors je respecte complètement parce qu'il ne s'agit pas de faire du prosélytisme, mais je sais que mes bases bibliques me servent énormément pour mieux comprendre et mieux lire un petit peu certaines trajectoires pour certaines prises en charge. Et donc, du coup, moi, mon combat n'est pas contre la mort. Je pense que c'est pas de mon registre. Moi, c'est simplement de pouvoir accompagner, de pouvoir aider, d'être une oreille, d'être une main tendue et de faire en sorte que le patient puisse garder du lien avec ses proches, avec sa famille, avec les autres, jusqu'au bout, qu'il puisse avoir aussi cet espace de pouvoir exprimer aussi sa foi, parce que le soin palliatif n'exclut pas la foi des uns et des autres. On est dans le respect, dans la dignité du patient, et je pense qu'il faut toujours veiller à ça. Veiller aussi qu'il y ait une émergence du je, je pense, comme dans la Bible, hein, ce Dieu-là que nous servons et veut savoir ce que nous voulons, ce que nous pensons, ce que nous attendons aussi. Et donc, je pense que c'est vrai qu'il faut se battre pour ça. Alors, par exemple, on prend un exemple tout bête, 80% des Français ne savent pas qu'ils ont des droits en fin de vie, par exemple. Ils ne savent pas qu'ils peuvent nommer une personne de confiance ou écrire des directives anticipées, par exemple. Donc, moi, mon combat aussi, c'est que les droits du patient soient respectés pour que l'émergence du je puisse se faire jusqu'au bout, parce que nous savons que nous avons un Dieu qui est respectueux de notre personne et qui ne fait rien sans notre consentement. Donc, c'est cette même démarche qu'on va appliquer en soins palliatifs. Donc, vous voyez qu'il y a des corrélations
sans être dans le prosélytisme, il y a des corrélations qui vont guider quand même ma manière de fonctionner et pour lesquelles je vais être plus sensible, ou en tout cas, où je vais sensibiliser en tout cas les familles, le patient lui-même ou les proches ou les professionnels de santé. De façon plus précise, j'aimerais vous poser la question, quelle parole de foi vous pourriez adresser non seulement aux malades, à leurs aidants, à leur entourage, quelle parole de foi ce volet, ce thème, cancer et soins palliatifs, vous évoque ou vous inspire? Alors, je dis souvent aux gens que je travaille au cœur de la souffrance, puisque mon travail, c'est travailler dans la douleur et dans les soins palliatifs. L'idée pour moi, c'est de dire aux familles que même au pire moment de l'épreuve, de la difficulté, de la souffrance, ils ne sont pas seuls. Et ce que je crois, c'est que Dieu suscite des situations, des hommes, des femmes, pour nous rappeler que nous sommes précieux et que malgré que la maladie pourrait nous défigurer, et même, je dis même qu'elle nous défigure, nous gardons et nous avons du prix aux yeux de Dieu. Et je pense que ceux qui professent être chrétiens, je pense qu'ils ont cette mission-là, c'est de renvoyer aux gens qu'ils ont du prix, qu'ils sont précieux, par leur manière de les regarder, par leur manière de les aider, de les accompagner. Et c'est un peu notre rôle, à mon avis, d'être des témoins, là, dans cette difficulté, dans cette souffrance qui est réelle, qui n'est pas du tout ni inventée, ni, comment dirais-je, voilà, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, elle est bien présente, elle est là, on le voit, hein. Il y a beaucoup de souffrance. Donc, si on peut encore être un baume, on peut être une main, une consolation pour l'autre, autant que possible, oui, je pense que on aura rempli notre mission de témoin, voilà, dans ce monde. Je rappelle que nous sommes avec le docteur Sonigène. Merci, docteur. Nous sommes au terme de cette session Regard sur le cancer. Nous étions ravis de vous avoir reçu pour parler de cancer et soins palliatifs. Je rappelle que vous êtes responsable de l'équipe mobile du centre hospitalier de Guadeloupe en soins palliatifs. Merci pour ce passage à Viprod, Victoire, Initiative, Productivité. Merci à vous de m'avoir invité. Au revoir. Au revoir.